Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné. C'est l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, je suis avec Tom, ici présent car c'est un épisode un peu spécial. C'est un épisode dit bonus, on va certainement en être bonus, c'est les vacances d'été. Ouais, un épisode de vacances, vu qu'on n'est pas en studio. On n'est pas en studio comme vous pouvez le voir, petite bibliothèque derrière nous. Et un épisode un peu plus chill, on va dire. Un épisode très chill pour attendre la rentrée de septembre. Tout à fait. Où on va reprendre les émissions normales. Et pour cet épisode bonus, nous avons choisi de parler de Sirat d'Oliver Lacks. Désert brûlant, silence mystique et chemin de croix spirituel au cœur du Rif marocain. Mes amis, chaussez vos sandales et ouvrez vos chakras, car le film dont nous allons parler aujourd'hui n'est autre que Sirat d'Oliver Lacks. Qu'est-ce que Sirat ? Sirat, c'est un film présenté au Festival de Cannes 2025 et que Tom a eu la chance de voir. Ouais, la chance de voir avec l'équipe du film, incroyable. L'équipe du film, puisque Tom était présent à Cannes. Pour présenter mon film personnellement qui n'existe pas. Qui n'existe pas encore. Et donc ce film, de mon côté, j'ai eu la chance de le voir, pour ceux qui connaissent, à Châtelet, dans le Forum des Images. Donc on l'a tous les deux vu à une avant-première en fait finalement, puisque le film n'est pas encore sorti, en tout cas quand on va sortir l'émission il ne sera pas encore sorti. C'est pourquoi on a choisi de faire une émission dans laquelle on va ne pas spoiler en fait, le plus possible. On verra à la toute fin si on peut se permettre quand même d'aller plus en amont dans je pense que peut-être on fera une partie sans spoil et une partie spoil. Très bien. Parce que je pense que c'est intéressant quand même de parler de la partie spoil parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. C'est ça. Évidemment, on aime aller au fond des choses. C'est vrai que la dernière partie est fondamentale pour ce film. Vraiment fondamentale. Mais on ne veut pas non plus vous gâcher la surprise. On ne veut pas non plus... aller trop loin dans l'analyse alors que l'immense majorité d'entre vous, malheureusement, ne l'aura pas encore vu. Donc voilà, on commence par présenter globalement le film. Oliver Lacks, le réalisateur, ce n'est pas son premier film. Il en a déjà remarqué plusieurs qui étaient déjà passés à Cannes les précédentes années. Oui, je ne savais pas ça. Et donc il est un peu connu dans l'univers cannois, on va dire. Mais c'est vraiment avec Sirat qu'il y a une nouvelle, on va dire, dimension qui lui est donnée, puisqu'il a eu un prix. Ouais, il a eu prix du jury ex-aequo. Ex-aequo avec... non, c'était pas un simple accident, c'était valeur sentimentale, je crois. Je ne l'ai pas sous les yeux. Je crois que c'est Valeurs Sentimentales qui a eu un prix ex-aequo avec Sirat. Et voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas favorable au prix ex-aequo. Je trouve ça... Tu aimes bien les vainqueurs. Bon, après, voilà, un prix, ça veut tout et rien dire. Mais disons que je trouve que c'est dommage, ça enlève de la valeur. Enfin, s'il y a des prix ex-aequo, 3 films peuvent gagner un prix, alors... Bon, voilà. Ça, c'était l'aparté sur les prix. Mais Oliver Lacks est connu pour un cinéma qui est assez spirituel. On peut parler sur les sens sensoriels. Sirat, c'est le seul film que j'ai vu, j'ai découvert. Moi aussi, finalement. Donc je ne peux pas m'exprimer vraiment sur ces autres films. Voilà. En tout cas, celui-là, il est très spirituel. Ouais. On dirait, et très, on pourrait presque dire métaphysique, même si c'est des termes, on va essayer de détailler par la suite. Assez surprenant, c'est un vrai trip. C'est même toi qui me l'avais dit auparavant que ce film fait penser à un mix, si vous connaissez les réalisateurs, avec du Gaspard Noé et du Mad Max aussi. Ouais, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, mais c'est vrai que on dirait, c'est comme si Gaspard Noé avait réalisé Mad Max. C'est ça. Pour donner un peu l'image, mais je trouve qu'il y a du vrai là-dedans parce qu'on ressent vraiment cette vibe un peu à la Mad Max. D'ailleurs, c'est très drôle parce que même le réalisateur, du coup, Oliver Lacks, Oliver Lacks, on a du mal avec son nom, je sais pas pourquoi. Ça va venir cette plus par la suite. A lui-même parlé dans une conférence de presse de Mad Max, par pur hasard, où il disait que ça questionnait sur la fin de l'homme, etc. Enfin bref. Du coup, il y a certainement des références qui sont reprises. Ouais, franchement, c'est possible. Donc, voilà.
Alors, c'est un film dont le tournage a été fait en 2023. La production, c'est 4-4 productions. Donc, c'est un film qui est à la fois français, espagnol et marocain. Donc, on a un peu toute cette ligne-là, puisqu'il a été tourné en fait au Maroc. Ouais. Mais voilà, il y a quand même une coproduction franco-espagnole. Franco-espagnole, avec Sergi Lopez, l'acteur qu'on adore ici. L'acteur principal, qui s'appelle Sergi Lopez, ouais. Et c'est d'ailleurs, je crois, c'est le seul comédien pro. Exactement, chose très intéressante. Ouais. C'est que le réalisateur a eu le parti pris de prendre la majorité de son cast finalement avec des acteurs qui ne sont pas pros, qui n'ont pas d'expérience de jeu. Notamment, alors je ne sais pas comment c'était pour ton avant-première, mais la mienne, à part Sergi Lopez qui était présent, on a eu la chance. Les autres acteurs qui étaient là n'étaient pas des acteurs pros et ça se voyait un peu dans leur manière de présenter. En fait, c'est les autres comédiens, parce que je ne sais pas si tu as déjà résumé le film. On va le faire après, ouais. Mais tu peux le faire, en fait. Je t'en prie. En gros, le film raconte l'histoire d'un père joué par Sergi Lopez et son fils. Il doit avoir 12-14 ans, je ne sais pas le nom du comédien, qui partent au Maroc dans des rave parties illégales. Donc des rave parties, pour ceux qui ne savent pas, c'est des fêtes un peu techno qui sont organisées dans la nature, en l'occurrence dans le désert du Maroc. À des frontières un peu floues, des frontières de pays un peu floues, où il y a des tensions politiques et militaires. Et en gros, ils partent là-bas pour retrouver du coup sa fille qui a apparemment fugué et qui est partie aux dernières nouvelles faire des rave parties au Maroc. Donc voilà, et sur leur chemin, ils intègrent un groupe de rêveurs pour retrouver sa fille disparue. Et en fait, les comédiens non pros, c'est ce groupe de rêveurs en grande partie qui sont en réalité des vrais rêveurs c'est ça, dans la vraie vie. Ils font des soirées comme ça. Apparemment, c'est toute une philosophie de vie d'être un rêveur. Exactement. Et d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, mais Oliver justement les a rencontrés en faisant lui-même des soirées. Ça, c'était des rêves parties. Ça m'a fait très rire puisque donc le réalisateur a vraiment une vibe comme ça avec des cheveux, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, des cheveux assez longs. Et il est très détendu et en fait il dit carrément que lui ça a été inspiré de sa propre vie puisqu'il a rencontré certains acteurs en faisant des réparties, en étant vraiment... Oui c'est ça, il a dit qu'ils ont ouvert un genre de casting un peu sauvage mais pas officiel où et avec des amis s'organisaient pour aller à des fêtes comme ça et rencontrer des gens pour justement son casting. Et voilà, c'est comme ça qu'il les a rencontrés et c'est donc des vrais rêveurs et donc pas des comédiens. Et oui, effectivement, ça se sent parce que c'est des gens qui sont assez discrets. Tu vois qu'ils ont du mal à prendre la parole en public et tout. Et du coup, enfin après, peu importe, mais oui, c'est ça. Et c'est un film assez hétérogène dans les sentiments qu'il peut dégager, même si on peut le classer. Moi, je trouve que c'est un peu un road movie, par exemple, de certains côtés. Mais il y a également le côté film expérimental sur certaines parties. Il y a de la violence et en même temps beaucoup de scènes de contemplation, purement contemplative, avec un rôle fondamental de la musique. C'est un peu un mix comme ça assez étrange, une quête spirituelle. Je résume un peu comme ça, une quête spirituelle. C'est ça, c'est pour moi une quête spirituelle, un road movie. Où ce qui est très drôle, c'est que le film peut paraître très négatif. Quand je dis négatif, c'est que c'est quand même un film assez... il te bouscule. D'ailleurs... Première impression, oui, c'est ça. C'est pas un film qui vous laisse indifférent. Ouais, voilà. Vraiment marquant. Et pourtant, le réalisateur dit que c'est un message positif. Son film, il dit en fait, il adore donner des messages positifs dans ses films. Il dit même que les artistes devraient... c'est un peu leur rôle de donner de l'espoir aux gens, etc. Alors, pourtant que le film, quand on le regarde, on n'a pas du tout l'impression de ça. Mais je comprends en fait ce qu'il voulait dire par là quand on voit le film. Mais bref, on en parlera je pense plus tard. qu'on pourra détailler effectivement ça vers la fin parce que c'est vraiment tout le fond du propos en fait du réalisateur et je trouve ça fascinant. L'idée c'est maintenant on va vous mettre une bande-annonce puisqu'on a quand même résumé un peu aléatoirement comme ça le film, mais l'idée c'est une petite bande-annonce, vous regardez ça tranquillement et puis vous regardez ou pour ceux qui nous écoutent, écoutez la bande-annonce puisqu'il y a quand même une impression qui va se dégager et puis on vous retrouve juste après. Bande-annonce.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. Afak, a una. Aquí solo hay polvo. Maintenant qu'on a présenté le film dans les grandes lignes, on va essayer de creuser un peu pour se poser différentes questions, de savoir comment un cinéma très contemplatif comme celui-ci se place dans le paysage cinématographique actuel. Est-ce qu'il va trouver son public, puisqu'on est encore dans la genèse des festivals et qui n'est pas encore sorti en salle? Est-ce qu'il va trouver son public? Comment il va être reçu, ce film? On a des notes vraiment très élogieuses, par exemple sur Sens Critique, on est quasiment à 8, sur IMDb pareil. On a vraiment une réception critique pour l'instant de la part des festivals qui est vraiment excellente. Un public ravi, mais aussi des personnes qui ont détesté. C'était très flagrant, en tout cas de mon côté, avec les questions du public, où littéralement il y avait des personnes qui ont exprimé le fait qu'ils avaient souffert en regardant le film. C'était mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Nous c'était un peu violent. Okay. Il y avait carrément des gens qui étaient sortis vers la fin. Alors là, quand vous écoutez ça, vous dites waouh, ça donne pas forcément envie. Méfiez-vous parce que c'est une expérience cinématographique qui vaut vraiment le coup. Et justement, c'est ce que tu disais, Tom. Je trouve ça très intéressant d'avoir un film qui se laisse pas faire, qui pose beaucoup de questions. Et quand on avance au fur et à mesure jusqu'à une fin un peu cataclysmique, même si on ne spoil rien, on est totalement déboussolé. On ne sait pas, on se pose beaucoup de questions, mais on est dans un état de réflexion profonde. Et il y a effectivement un côté cathartique, avec la purgation des passions, qui côtoie en fait une souffrance malsaine. Un peu, c'est un entre-deux assez particulier, globalement, si on se prend l'impression globale. Ouais. C'était quoi la question? Il y a une question? Non, la question c'est en fait, on va essayer de savoir est-ce que il va trouver son public, si on résume vraiment. Après, pour parler un peu de la réception du public, tout ça, moi je pense que, de toute façon, moi en tout cas personnellement, c'est un peu mon film préféré pour l'instant de l'année. À Cannes, je parle du coup parce que toi tu l'as vu aussi à une avant-première. Oui. Honnêtement, j'ai pas vu moi de personnes qui ont dit du mal du film. Pourtant, j'ai parlé à pas mal de personnes qui ont vu le film et j'ai pas vu de retour vraiment négatif. Okay. Il a vraiment bousculé, ça c'est vrai, il a bousculé les gens et moi aussi. C'est un film qui te choque, quand je dis choc, c'est pas forcément dans les choses malsaines ou quoi. Hein, ça te bouscule. Et je sais que, enfin c'est con, moi j'aime pas ce genre de phrase, mais sur l'affiche du film ou dans la promo du film, maintenant il y a écrit le film qui a électrisé Cannes ou un truc comme ça, ou en gros qui a bousculé Cannes. Et en général, ce genre de phrase, c'est des phrases un peu toutes faites pour faire genre. Mais pour le coup, elle est réelle parce que je sais qu'à la séance, genre, les gens étaient comme des fous, surtout à une certaine partie du film, où on va pas spoiler, où genre vraiment c'est parti en vrille complètement, et même dans la salle. Il y avait des réactions dans la salle, moi c'était le cas aussi. Ouais, il y avait des gens des personnes qui parlaient. Des gens qui ont gueulé. Et c'était vraiment ouf. Et enfin, moi, un côté presque instinctif, animal. Ouais, et franchement, il y avait une ambiance, mais de malade. Vraiment. et je suis pas du genre à. C'est rare. Je suis pas à du notre genre époque, je trouve ça. Voilà, et je suis pas du genre à m'extasier pour
pour peu dans une expérience de salle, etc. Mais franchement, pour le coup, c'était une expérience de malade. Et même à la sortie, je me rappelle du film, on sortait et il y avait la musique, parce qu'il y a beaucoup dans le film, il y a beaucoup de musique, on en parlera plus tard, mais il y a beaucoup de musique techno, de rave party. Enfin, c'est pratiquement que ça. Et à la sortie de la salle, il y avait dehors, il y avait la musique techno, et c'était incroyable. Enfin, il y avait toute une ambiance autour de ce film, je trouve, de dingue. Et voilà, mais pour la restitution du public, en tout cas, moi, à ma séance, je pense que les gens ont plutôt apprécié. En tout cas, ça a fait beaucoup parler, ce film. Et, mais à la réception, quand il sortira en salle en septembre, moi, je pense qu'il va se faire un petit public quand même, mais ça va pas faire. C'est pas un film qui va être un grand public, quoi. Je veux dire, ça reste un film niche. Voilà, je pense qu'il va trouver sa place, son petit public, mais je pense pas que ça va. Voilà, ça sera sans plus, quoi. Ça reste un film. Ça reste un film un peu niche. Oui, complètement, franchement. Et c'est un film dur à regarder quand même, parce qu'il y a des scènes, elles sont. C'est comme les films de Gaspard Noé, finalement. Enfin, je le compare beaucoup à Gaspard Noé, parce qu'ils sont un peu dans le même délire de trip, j'ai l'impression. Il y a ce côté-là, mais toi, t'aimes beaucoup aussi. Ah ouais, moi j'adore Gaspard Noé. On est fan ici, je pense que c'est du contemporain, c'est notre réalisateur français préféré. Ouais, français, franchement, il est dans mon top 3, largement. Et, même s'il a fait des films, on va pas. Ouais, voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Gaspard Noé, il n'a pas non plus un public large, je veux dire, il est niché. Je pense que ce film, peut-être il sera un peu moins niché, mais voilà, ce ne sera pas une explosion. Voilà, quoi. Certainement. Si on peut parler maintenant, ça te va, du scénario, je pense que c'est un bon axe en fait, à étudier, puisque on a, tu me diras si tu n'es pas d'accord, je trouve qu'on est plus du côté d'un voyage métaphysique que d'un récit classique. Déjà, au niveau de la narratologie, il y a une forme de linéarité, mais avec une montée en tension qui est très lente et des moments de contemplation qui sont… on prend son temps tout du long et à la fin, on a comme une explosion, mais bon, il ne faut pas trop non plus spoiler, mais une rupture au milieu du film et puis une explosion à la fin. C'est pas très courant, je trouve, un scénario de ce type-là, avec beaucoup de contemplation, un truc très métaphysique, et en même temps un scénario qui quand même se tient surprenant. Un mélange de plein de choses. Bah, disons que en fait, on a l'impression que on vit dans un beau jardin idyllique, etc. Et d'un coup, il y a une bombe nucléaire qui tombe sur le jardin, d'un coup, sans prévenir. Et un peu de métaphore. Voilà, c'est très ça, mais c'est ce qui marche aussi dans le film, c'est ce qui fait vraiment la force du film, je trouve. Et faut savoir aussi, c'est que moi, c'est le genre de film où c'est pas l'objectif qui compte, en fait, c'est la route. C'est pour ça le côté road movie, c'est comme un peu dans Pulp Fiction, où il y a l'objectif un peu de la mallette. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais la mallette, c'est le fil conducteur, mais en fait, l'important, c'est pas la mallette, c'est tout le chemin et toutes les histoires qui se passent à l'intérieur, avant la fin. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est en fait le fil conducteur, c'est retrouver sa fille. Mais en fait, je ne vais pas vous dire s'il la trouve ou pas, mais en vérité, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui va compter. Mais c'est normal après en fait d'avoir aussi un personnage qui va avoir une quête. Bon, ça, si on pense purement la narratologie, un personnage principal qui va avoir une quête, qui va avoir des désirs, parce que s'il n'y en a pas, c'est vrai que ça devient très, au-delà du fait que ça soit expérimental, c'est un peu un cinéma intello, si on veut parler très disons globalement. Que c'est un cinéma, s'il n'y a pas d'objectif ou quoi, c'est juste on ne sait pas raconter une histoire. On ne sait pas raconter une histoire, on est d'accord. En fait, on s'en fout, on perd très vite de l'intérêt si on n'a pas d'objectif mais qui soit minime. Avec des personnages, c'est ça. Et en fait, mais on ne dit pas que ça ne veut pas dire pour autant que la quête du personnage principal ou des personnages principaux doit nécessairement être le clou de toute l'histoire. Comme tu dis très justement, et je trouve que tu as raison, c'est un prétexte, mais en fait ce qui va compter là c'est le voyage. C'est le voyage. Mais pour que ce voyage se fasse, c'est nécessaire d'avoir une quête, c'est nécessaire d'avoir cette quête, cet objet qu'on va rechercher. Bon, là en l'occurrence c'est un père et son enfant qui recherchent une fille, la fille, et donc très simple finalement, et à partir de là on a un film, un coup de poing qui sort. Je trouve ça très bien. Ouais, et surtout le personnage finalement il doit trouver, en fait il a une quête de départ et en fait indirectement il trouve autre chose.
c'est un peu ce truc de la quête de grandir, etc., de retrouver quelque chose en soi. Et d'ailleurs, le réalisateur a dit ça, en fait, il voulait faire un film d'introspection. En gros, il y a beaucoup de gens... Après, chacun interprète comme il veut, mais en tout cas, lui, ce qu'il voulait faire, c'est un film d'introspection, c'est se retourner sur soi-même. Et moi, je trouve que c'est ce qu'on comprend complètement dans le film, surtout avec le personnage du père. Voilà. Et sur le côté un peu contemplatif dont tu parlais, moi je dirais, juste pour là-dessus, je dirais même qu'au-delà de contemplatif, c'est pas si contemplatif que quand je dis contemplatif, parce que pour moi le contemplatif c'est on te montre des paysages, des choses, mais qui, des fois ça peut être un abus de langage de c'est contemplatif mais ça raconte rien. Tu vois, alors que là c'est pas ça, c'est pas contemplatif, il y a des paysages contemplatifs, il y a beaucoup de contemplation, mais ça sert à la narration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le film se passe dans le désert, et il y a beaucoup de passages musicaux, donc avec de la musique techno, mêlée au paysage du désert. Mais en fait, ça donne vie presque au désert. En fait, le désert dans le film, c'est presque un personnage à part entière. Comme le Titanic, moi je dirais dans le film Titanic, qui est carrément un personnage pour moi pratiquement à part entière. Bah là, le désert, c'est pareil. Et en fait, au fil du film, on sent cette pesanteur du désert qui plane sur les personnages et qui les accule de plus en plus. Et en fait, cette mise en scène avec les plans du désert, la musique, le montage, moi j'ai trouvé ça incroyable parce que tu as presque l'impression qu'il devient presque vivant et menaçant, quoi. Ouais. Donc voilà, pour tout ce qui est contemplatif. Tu as vu par exemple Le salaire de la peur ou, Ah oui, de Clouzot non. Ok, mais il y a un peu de ça, où il y a plein de... Mais même Duel, par exemple, de Spielberg, d'une certaine... Ah oui, ouais. Bon, on cite des films, mais c'était parce que peut-être ça peut vous intéresser pour certains d'entre vous qui seraient un peu cinéphiles, qui auraient vu ces films. Oui, on a ce côté... Il faut être cinéphile pour regarder. Voilà, mais c'est des films où il y a une tension, où il y a un voyage, et soit le véhicule, parce que c'est des films, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, où il y a une quête, si on prend très globalement, avec une traversée d'une route très compliquée. Ouais. Oui, c'est vrai. Et Duel, en fait, c'est un peu ça, mais avec le camion. Avec le camion, et sinon dans le salaire de la peur, par exemple, ça va être une marchandise à transporter. Mais c'est des films qu'on adore, je pense, tous les deux, ou même si Tom, certains n'en ont pas vu, mais Duel, ouais. Mais voilà, et en fait, il y a cette tension qui s'accumule au fur et à mesure. Et finalement, les objets ou les paysages peuvent être des personnages à part entière, parce que c'est ce que tu disais, et je trouve que ça c'est carrément l'antagoniste, le désert pratiquement. Voilà, comme le camion dans Duel, qui est en fait finalement c'est le routier, mais en fait on le voit jamais. En fait, il est personnifié que par le camion. C'est exactement. Ouf. Et ça devient un objet ou un paysage qui est l'antagoniste. Ouais. J'aimerais continuer un peu sur le scénario, parce qu'il y a donc on a tous les deux eu la chance d'écouter le réalisateur, et notamment quand il présentait le film, il a dit une chose très intéressante. Moi j'ai pris des notes, et tu vas me dire ce que tu en penses, Tom. Ouais, vas-y. Il nous dit au niveau du sens qu'on veut donner à ce film, lui il explique qu'il ne faut pas mettre du sens partout, qu'il faut laisser les images, il a dit, collisionner et faire exploser le sens avec les images. Alors, on est vraiment dans un cinéma qui n'explique pas, qui laisse imaginer, qui laisse interpréter. De la même manière, il a parlé énormément du sens de la vie quand il présentait son film. Et en fait, quand il parle du sens de la vie, il ne va pas vous dire la vie c'est ça, pas de leçon de morale, mais vraiment, il est quand il présente son film, il dit, il a parlé énormément de la mort aussi, également. Il fait, la vie côtoie la mort, c'est comme ça, il ne faut pas chercher de sens. Il a vraiment dit premier degré. Mais par exemple, la mort, c'est pas forcément terrible. La mort est la continuité de la vie, la mort est la même chose que la vie. Il a présenté un peu comme ça des cycles, c'est très comment dire, abstrait. Mais voilà, son cinéma, je le trouve, est très, très logique vis-à-vis de ses paroles, de comment il l'explique. Ouais. Et, je suis assez d'accord, et pour l'avoir entendu, moi je trouve que c'est un mec qui... j'aime bien sa vision du cinéma, il n'est pas moralisateur,
Il explique aussi que lui, il a voulu faire ça, mais il y a des gens qui ont compris d'autres choses dans son film et il est très ouvert. Ouais, voilà, lui, il explique qu'il a voulu faire ça et que si la personne a compris autre chose ou a compris sa propre vision du film, voilà, ça lui appartient aussi. Donc non, mais est-ce que aussi là, Gabriel a dit, quand il parle de ce qu'il a dit, on a l'impression que c'est très que ça peut être très branlette intellectuelle ou très abstrait. Mais le film n'est pas abstrait. Hein. Je veux dire, le film n'est pas abstrait. Je trouve qu'il s'enlise pas non plus dans des explications de dialogue ou quoi. Je veux dire, c'est du vrai cinéma, je trouve, où on vit vraiment les choses, on les ressent et il y a un vrai travail sur le montage, sur le fait de raconter avec les images. Et moi, je pense qu'on pourrait même découper le film en 3 parties. Une partie très calme sur se laisser porter par la route, où les personnages vraiment découvrent un peu ce monde de rêveurs, etc. Une deuxième partie qui part un peu en vrille. Et une troisième qui est presque une guillotine qui tombe sur la tête de Louis XVI. Je vois, sans spoil. Sans spoil, mais voilà, je veux dire, c'est qu'on a plusieurs états dans le film où on passe vraiment du très calme au très explosif. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Sirat, de toute façon, c'est marqué vraiment dès le film, à l'ouverture du film, veut dire, en fait, je crois, dans l'islam, le pont entre l'enfer et le paradis. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi ? Parce que ça résume un peu le film, totalement. Ce fameux. C'est dès le début que c'est exprimé. Ouais, voilà. De toute façon, c'est expliqué, mais c'est juste pour dire que voilà, Sirat, ça vous donne une idée globale sur le film, pont entre l'enfer et le paradis. Donc, le film est une sorte de purgatoire. Totalement. J'aurais pas dit mieux. Finalement, voilà. Exactement. On a parlé pas mal du scénario, de cette progression, sans spoiler, ce qui est déjà une prouesse. Maintenant, on peut vous parler un peu plus de l'univers sonore et visuel du film, puisque c'est un point nécessaire pour le coup. Là, je trouve vraiment que le côté spirituel, voire métaphysique, passe énormément par une symbiose d'images et de musique complètement folle. De toute façon, on l'a exprimé, le réalisateur fait lui-même des rêves parties encore aujourd'hui et en fait le film est inspiré de son expérience personnelle. Donc les rêves parties c'est de la musique aussi et la symbiose entre musique et image, c'est quelque chose qui à titre personnel me plaît beaucoup, est très présente dans le film. Ouais. Genre... Et du coup du coup j'ai une citation très intéressante à ce niveau-là d'Oliver Lacks qui va t'intéresser, je pense, Tom, qui va vous intéresser également. C'est la suivante, donc il a dit toujours à l'avant-première. La musique devrait être comme des battements tribaux, un désert intérieur, c'est-à-dire qu'on est guidé du début à la fin par la musique, comme en fait un guide. Tu disais toi-même que le désert est un personnage à part entière. Je trouve également que la musique est un guide, un guide spirituel dans ce film. Si tu veux rebondir là-dessus. Disons que oui, la musique dans le film, c'est des musiques essentiellement. En fait, j'ai dit techno beaucoup, mais c'est beaucoup des musiques trance en fait. Oui. Ce genre de musique, de toute façon, vous l'avez un petit peu entendu dans la bande-annonce parce que c'est carrément une musique qui est dans le film. Mais où en fait, tu te laisses, c'est limite des musiques que tu prends sous champi normalement. C'est un peu vrai. Mais même pas besoin parce que c'est des musiques qui sont moi que j'aime beaucoup, c'est de la musique que j'aime beaucoup aussi et je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas, mais c'est des musiques qui te transportent d'une certaine manière, c'est pas quelque chose que tu vas écouter en fond ou chez toi tranquillement, non, c'est une musique que tu vis, que tu vis vraiment et d'ailleurs le film commence comme ça avec une rave party où tu vois des centaines de personnes dans le désert en train de danser, se laisser porter par on dirait presque, j'allais dire des cadavres, mais c'est vrai, tu vois, c'est un peu des ils sont en transe, littéralement. Ouais, voilà, ils sont en transe. C'est très juste. Donc voilà, et encore une fois, cette musique représente bien le désert et le poids que l'environnement porte sur les personnages. Qui est carrément, voilà, c'est...
Et, en fait, on peut carrément parler d'une expérience, plus ou moins, une expérience sensorielle, puisque on a comme ça cette montée en tension alliée avec un rythme purement musical, comme des battements de cœur. En tout cas, c'est mon ressenti. Et c'est vraiment une expérience à vivre. C'est comme si on faisait une montagne russe. C'est une expérience à vivre surtout au cinéma, parce que du coup, les musiques trans, en général, ça s'écoute sur des grosses sonos. D'ailleurs, dans le film, il l'écoute là-dessus. Et du coup, effectivement, les salles Dolby 7.1, etc., c'est vraiment incroyable. Donc ça fait vraiment partie de l'expérience, et c'est vrai que c'est dommage d'écouter ce son, de regarder ce film sur une télé ou un ordinateur avec un son qui n'est pas fait forcément pour, parce que ça enlève une partie de l'expérience du film. Où voilà, la musique est vraiment couplée aux images, nous transporter aussi, un peu comme les rêveurs. Moi, j'ai adoré les musiques dans le film, je les ai trouvées incroyables. Ça m'a vraiment transporté pour le coup. Et pour le coup, il avait parlé, le réalisateur, de comment le compositeur avait fait les musiques, et que finalement, il n'avait pas fait appel à un compositeur de film, mais quelqu'un qui faisait vraiment des musiques trans, des musiques de rave party. Littéralement. Il a raison, parce que je pense qu'il faut des spécialistes dans ce domaine-là. C'est vrai, c'est bien vrai. Et donc voilà, en tout cas, c'est une vraie expérience à vivre ce film. Et pour le coup, la salle, on le dit souvent, mais là, c'est très vrai. L'expérience de la salle vaut vraiment la peine d'être vécue, beaucoup plus que chez soi. Encore pire si on a un ordi ou un téléphone avec un mauvais son, là, ça serait un peu dommage. Voilà. Si vous avez la chance d'aller au cinéma, n'hésitez pas. Sirat sort bientôt. Autre point intéressant, c'est Oliver Lax qui nous dit justement que ce film, c'est un voyage extérieur qui invite à un voyage intérieur, une introspection. Toi, tu m'avais parlé également à l'introduction d'un film introspectif. Peut-être on peut terminer aussi sur ce point-là, sur les enjeux un peu spirituels. Qu'est-ce qui fait ressentir ce film en fait ? Disons, de toute façon, on en a parlé, mais effectivement, plusieurs personnes avaient ses propres ressentis sur le film, un message sur les conflits, parce que, en fait, il faut savoir, c'est que le film ici se passe dans un contexte de conflit militaire. Je ne saurais pas dire lequel exactement, mais à un moment dans le film, ils disent voilà, la guerre est déclarée, nanani, nanana. Voilà, donc il y a un contexte effectivement militaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'Oliver Lax disait que le film pose les personnages dans un contexte, un environnement, mais qu'en réalité, le film est plus un film d'introspection qui passe vers l'intérieur. Et en fait, quand on dit ça, c'est qu'en fait, quand tout le film t'apporte... désolé, je bafouille un petit peu, c'est parce que là, mon cerveau est en train de mouliner pour trouver les idées. Mais en gros, vu qu'on suit les personnages à travers un désert, en fait, on les voit d'une certaine manière souffrir tout du long jusqu'à la fin. On ne dira pas ce qui se passe tout de suite. Totalement. C'est une spectatrice a littéralement dit « Mais pourquoi vous nous faites souffrir ?» Voilà, donc en fait, ça montre bien pourquoi vous nous faites souffrir nous, alors que c'est pas eux qui souffrent, c'est les personnages. Mais en fait, il y a un attachement. Il y a un attachement, mais c'est surtout, en fait, on s'identifie d'une certaine manière à la souffrance du personnage, donc qui retourne à une certaine aussi introspection vers nous. Voilà, c'est plus grandir peut-être dans la souffrance. D'ailleurs, Oliver Lax disait que c'est dans la souffrance que l'être humain arrive à sortir le meilleur aussi de lui-même. Et ce qui est vrai, et c'est ce qui se passe aussi dans le film, je trouve. Donc voilà. Totalement. Maintenant qu'on a parlé longuement du film, sans spoiler, on vous fait une petite partie spoil. Mine de rien, voilà, pour ceux qui écouteraient ou regarderaient l'émission plus tard et qui ont simplement envie qu'on aille vraiment au fin fond des choses. Ou même ceux qui l'ont déjà vu, parce que vous avez pu voir peut-être déjà le film. Donc... Exactement. Donc c'est le moment. Donc allons-y, Franco. Donc on a plusieurs bouleversements. Pour moi, le premier spoil majeur, ce qui m'a bouleversé, c'est la mort du garçon, de l'enfant, qui est le premier moment véritablement dans le film où, au-delà du fait d'être bouleversé et d'être secoué, où vraiment j'ai commencé à mine de rien, être très intéressé, très accroché au film. Juste avant, je me suis dit, c'est un film très intéressant, mais j'étais pas à fond. Et étrangement, cette rupture avec la voiture qui tombe, au-delà du fait qu'elle est surprenante,
je la trouve assez... je trouve pas non plus qu'elle sort de nulle part. Ça, c'était une première chose bonne. Et deuxièmement, en fait, elle change totalement notre vision sur le film. Et nous plonge véritablement là, dans un voyage intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tout est bouleversé. Et je trouve ça brillant, véritablement, ce premier bouleversement. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose. Ou si toi, c'est vraiment la fin. Bah écoute, moi c'est peut-être l'événement qui m'a le plus remis en question sur le film parce qu'effectivement, en fait, si vous voulez, toute la première partie du film, c'est une partie très calme en réalité, je trouve, que j'appréciais moi. C'est une partie très lente, très calme, où en fait, c'est comme si les deux personnages du père et du fils du couple qui a 14 ans avaient un but précis, d'abord de retrouver sa fille du coup, le personnage principal de Sergi Lopez. Et au fil du temps, on a presque l'impression, pas qu'ils oublient la quête principale, mais qu'ils se laissent emporter dans cet univers avec les 4 rêveurs. Et on a presque quelque chose comme s'ils devenaient eux-mêmes des rêveurs, en fait. C'est ce truc de... ils font partie de la tribu, entre guillemets. Et moi, je pensais que le film, ça allait être beaucoup ça. C'est que en fait, ça allait être une transformation intérieure de deux personnages qui sont en quête... qui viennent du milieu civilisé, on va dire. Quand je dis civilisé, c'est un peu du milieu occidental. Ils viennent d'Espagne, il me semble. De notre société actuelle. Et en fait, ils vont laisser se porter dans ce désert et devenir d'autres personnes. Un peu à la... après, je fais une aparté, mais The Lost City of Z, ça me faisait penser un peu à ça. Pour ceux qui l'ont vu, je ne vais pas m'éterniser. Mais voilà, ça me faisait penser à ça. Et voilà, je me sais que c'était ça. Et en fait, effectivement, le fils du coup de Sergi Lopez meurt. Donc, Sergi Lopez, l'acteur, pas le personnage. Voilà, du personnage de Sergi Lopez qui meurt. Et en fait, cette scène est très choquante parce que déjà, elle est très froide, je trouve. En fait, si vous voulez, il passe un col dans la montagne du désert et la voiture tombe dans le ravin, un peu sans faire exprès, à cause du frein à main qui se desserre et du coup, le garçon est à l'intérieur. Et en fait, on ne voit jamais la voiture tomber. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un plan où on voit juste la voiture disparaître dans le vide. Et on ne voit pas le cadavre de la voiture, par contre. En fait, il y a quelque chose de très dur là-dedans, parce que moi, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, non, il n'est pas mort, c'est pas possible, parce que tout le début du film ne laisse pas sous-entendre ça. On n'a pas l'impression qu'on va vivre, on n'a pas l'impression de vivre des choses violentes. Et à partir de ce moment-là, vraiment, à partir de ce moment-là, c'est une descente en enfer. Exactement. Et même dans le montage, avec les musiques et le désert, il y a quelque chose de très angoissant, je trouve, qui s'installe. Et c'est une descente en enfer jusqu'à... Le cataclysme final. Ouais, le cataclysme final. Où vraiment tout le monde explose. Voilà. Comme des marshmallows. En gros, tu veux que je continue Vas-y. En gros, si vous voulez, à partir de ce moment-là, c'est une descente effectivement en enfer. Donc nos personnages, donc les 4 rêveurs et Sergi Lopez, essayent de trouver de l'aide dans les montagnes marocaines. Ouais. Vu qu'il n'y a personne, c'est très compliqué. Et ils essayent de trouver de l'aide donc avec des personnes qui vivent là, des fermiers. Mais pour survivre. Hein. Ouais, voilà. Et personne ne les aide parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a le conflit militaire. Donc voilà, c'est un contexte assez particulier. Donc en fait, ils sont juste perdus et ils ne savent pas quoi faire pour sauver ce gamin. Et en fait, je sais qu'un des rêveurs apparemment a vu... sait qu'il est mort, le gamin, mais le père refuse un peu d'y croire, et jusqu'à ce qu'il lui avoue que c'est terminé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu as toute une scène où le personnage de Sergi Lopez, une scène que j'adore, il pète les plombs et il marche dans le désert infini. D'ailleurs, c'est drôle parce que, excuse-moi, mais c'est parce qu'il y a aussi un film sur le deuil, parce qu'il y a carrément les différentes étapes du deuil qui sont assez connues, qui sont répétées, où on voit le personnage de Sergi Lopez qui voit son fils mourir et qui va vivre ces étapes du deuil jusqu'à la fin, où carrément c'est assez étrange parce que tous les autres personnages vont mourir, quasiment tous, mais lui il va survivre et il va assister à toute cette scène-là, mais finalement sans être totalement détruit, parce qu'il il a déjà passé son deuil personnel. Disons que c'est vrai qu'en fait, moi j'ai l'impression que tout ce film c'est presque une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un qui vit un deuil ou une dépression, ou un événement difficile dans sa vie. Car en fait, si vous voulez, j'ai même l'impression que les rêveurs ne sont qu'une image. Ce n'est pas vraiment des personnages à part entière, entre guillemets. C'est qu'une image, un reflet de quelque chose. Et en fait, si vous voulez, là où ça part vraiment en couille, c'est que, ça part vraiment en vrille.
c'est que les personnages sont au milieu du désert avec leurs 2 véhicules, c'est des genres de camping-cars, de rêveurs, enfin voilà, pour voyager. Et en fait, ils savent pas vraiment quoi faire, ils sont bloqués, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Et ben, ils branchent des enceintes et ils commencent à danser sur de la musique trance. Ouais. Et là, en fait, c'est là où c'est what the fuck complet. Enfin, je dis what the fuck parce que putain, mais personne s'y attendait. Ouais. Donc les personnages dansent, c'est une très belle scène. Hein. Moi, j'adore où t'as l'impression que la chaleur du désert les rend fous. Enfin, t'as vraiment l'impression que le désert et le soleil les rongent de l'intérieur. Et d'un coup, il y a une explosion. Donc une des rêveuses, donc la seule rêveuse, explose. Ouais. Et en fait, elle a marché sur une mine. Et à ce moment-là, moi je comprenais pas trop ce qui se passait. Genre, tout le monde a un peu. C'est le choc pour tout le monde, autant pour les personnages que pour le public. Ouais, c'est pour tout le monde, on sait pas ce qui se passe. Et du coup, elle est juste morte parce qu'il y a eu une explosion dans le sable. Et en fait, donc un autre rêveur essaye d'aller la voir et il explose aussi. Et donc là, il y a des explosions de partout. Et en fait, ce qu'ils voulaient, on se rend compte juste qu'ils sont retrouvés malheureusement sur un champ de mines. Un champ de mines parce que vu que c'est caché en plein désert. Vu que c'est des pays qui sont en conflit, où il y a une guerre qui a été déclarée, il y a un champ de mines et en fait, ils se sont retrouvés là. Et en fait, tout l'enjeu de la fin, c'est de sortir de ce champ de mines. Et je peux vous dire que la fin, pour ceux qui ont vu le film Les Oubliés, c'est un film où des jeunes Allemands, après la Seconde Guerre mondiale, sont envoyés sur les plages en Norvège pour déminer les plages des mines. Et en fait, il y a un truc que je trouve incroyable dans les films. Dès qu'il y a des mines, moi, ça me fait suer. Parce qu'en fait, tu ne sais jamais quand c'est que ça va exploser. Oui. Et c'est une tension facile à faire, mais qui marche tellement bien. C'est facile, mais ça marche tellement parce que punaise, mais je me rappelle même dans Les Oubliés, j'avais peur que ça saute à tout moment. Oui. Et là, ça m'a fait la même chose. Genre, je m'accrochais au siège parce que, en fait, si vous voulez, il y a toute une scène où ils doivent sortir de ce champ de mine et tu sais jamais quand ça va péter. Oui. Tu le sais jamais et c'est horrible, horrible. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti. Je pense que tout le monde l'a là pour le coup, la majorité des gens l'ont certainement ressenti de cette manière-là, accroché à son siège. C'est là où justement on vous disait qu'il y avait des cris. Bon, il y en avait déjà eu avant la mort du fils, mais là c'était l'explosion. Et du coup, pour finir sur cette partie aussi spoil, c'est que voilà, en gros, on va pas vous dire qui meurt ou pas parce que de toute façon, je me rappelle plus des noms des personnages des rêveurs, je vous avoue. Mais en tout cas, il y a je crois 3 rêveurs sur 5 qui meurent à cause des mines. Ouais. Et en gros, le personnage de Sergi Lopez, donc le père, et 2 autres rêveurs arrivent à s'en sortir. Donc arrivent à sortir de ce champ de mines horrible. Et si vous voulez, en fait, à la fin, ils montent dans un train. Donc vous savez, je crois en Algérie, en tout cas dans le au Maroc. Ouais, mais je sais que dans le nord de l'Afrique, enfin, dans les pays Maroc, Algérie, je sais qu'il y a un train qui passe dans le Sahara. C'est un train immense qui, voilà. Et j'ai l'impression que c'était ce train, mais bon, c'est pas très important. Mais en tout cas, ils arrivent à choper un train qui transporte de la marchandise et ils montent dessus. Et du coup, moi, pour donner l'image de l'introspection intérieure, c'est que j'ai vraiment l'impression que du coup, toute cette partie, en fait, c'est un passage sur un voyage intérieur de passer quelque chose de difficile. Vous savez, comme quelqu'un qui vit un deuil où il a l'impression de traverser le désert, c'est vraiment cette image-là. Et en fait, le champ de mine est pour moi une métaphore de est-ce que tu te laisses mourir ou tu serres les dents et tu passes cette épreuve de la vie qui est difficile. Et si tu y arrives, tu arriveras à prendre le train et le train t'amènera au paradis, entre guillemets, puisque c'est le Sirat, c'est un peu comme on a dit, le pont entre l'enfer et le paradis. Et moi, du coup, quand on prend la globalité du film, j'ai l'impression que en réalité, en fait, depuis le début, on est en enfer. Le désert et l'enfer, et que le train final qu'ils prennent est en fait ce pont qui les amènera au paradis. C'est vraiment mon interprétation personnelle. Après, c'est pas dénué de sens. C'est pas dénué de sens. D'une certaine manière, je suis assez d'accord. C'est littéralement le réalisateur qui a justifié justement cet enfer-là en lui disant mais là je reviens un peu en amont de ce que tu disais. Mais il disait mais la vie est difficile, c'est quand les spectateurs tu sais intempestés en disant oui mais pourquoi vous nous faites souffrir, pourquoi avoir fait un film si dur, etc. Et lui disait mais non, mais en fait c'est la vie est horrible, difficile, mais la vie est aussi magnifique et pleine de belles choses. Et voilà, il y a un peu ce mix là et
Et il le vit très bien en tout cas. Mais moi je trouve qu'il a raison, et c'est pour ça que je disais qu'au début on pourrait croire que c'est un film très pessimiste et négatif. Mais il a raison en fait, je veux dire, tout le monde dans la vie vit des choses difficiles et on en vivra encore. Enfin, vous auditeurs qui nous regardez, vous allez vivre des choses difficiles. Et, on est désolé de vous l'apprendre. Et en fait ce film, là où ce film montre quelque chose de positif, c'est que ce qu'il veut dire c'est que effectivement ça fait partie de la vie, tu peux pas y échapper, mais tu peux derrière les nuages, tu peux retrouver le soleil. Et c'est un peu cette image-là. C'est que le personnage de Sergi Lopez a traversé quelque chose d'horrible. Il a perdu ses 2 enfants. En tout cas, un enfant, c'est sûr et certain. Un enfant sûr et certain. L'autre, on ne sait pas où il est. Mais en tout cas, la fin est une lueur d'espoir. C'est qu'il a réussi à traverser l'enfer, en tout cas. Et maintenant, il est peut-être sur la reconstruction. Et je pense que c'est un message très positif de la part d'Oliver Lax. C'est qu'il a, il a bien conscience de, je trouve, ce qu'est la vie. Et voilà, je trouve que c'est d'une manière très beau aussi, quoi. Je suis assez d'accord. Et voilà, mais même au-delà de ça, juste pour finir, au-delà de ça, de ce qu'on vient de dire, voilà, c'est la représentation nanani nanana. Vous n'êtes pas obligé d'interpréter tout ça pour aimer le film. Je veux dire, la scène de fin, je veux dire, tout le film est une expérience, et la scène de fin, que t'aimes ou pas ce cinéma, ça te fait ressentir quelque chose. Je veux dire, vous êtes accroché à votre siège, vous allez vivre des sensations fortes quand même, parce que c'est très stressant, quoi. C'est vraiment très stressant, et je trouve qu'il a très très bien réussi son coup là-dessus. Voilà, donc même si vous voulez vivre une expérience pour vous vivre des sensations, allez le voir. Hein. Ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup. Maintenant que la partie spoil vient de se terminer, on va passer au bilan du film. Je ne sais pas si tu veux commencer pour une phrase bilan. On va pas faire compliqué, hein, simplement. Une phrase bilan qui résume le film ? Oui. Je pense une expérience cinématographique à vivre avant tout, et qui peut vous chambouler. Non mais voilà, je pense que c'est quelque chose, c'est un film à voir en tout cas. Je dirais que c'est une expérience. Le mot expérience est très judicieux, je trouve. C'est une expérience spirituelle, un chemin entre la vie et la mort. Écoutez, cette émission bonus touche à sa fin. J'aimerais remercier Tom, ici présent, pour m'avoir accompagné. C'est Tom qui m'a proposé cette émission bonus d'été. Donc un grand merci à toi. Ça fait très plaisir. Ouais, c'était cool. J'avais vraiment envie de parler de ce film aussi. Donc je me suis dit, voilà. C'est l'occasion. Ouais. Et puis même pour faire découvrir à ceux qui nous écoutent ou nous regardent, et voilà, et vous donner envie d'aller voir de super films au cinéma. C'est l'occasion. Voilà, j'aimerais également remercier, comme toujours, Elina Ponceau qui a fait le jingle visuel, ainsi que Paul Battista à la musique. Également tous les membres de Radio Ciné, l'association. Vous allez voir en septembre, ça arrive très bientôt. Nous avons plein de projets qui arrivent, notamment des nouvelles émissions. On ne veut pas trop vous en dire, mais sachez qu'on vous réserve de petites surprises. Donc ici, on a très hâte. Également, on va se lancer sur les shorts, les reels, etc. C'est en cours. Donc voilà, très hâte de vous montrer tout ça. Donc merci à tous les membres de l'association Radio Ciné. C'est une coproduction avec Linden Studio, avec l'AMIE de Paris. Voilà. Merci encore. Et on termine par notre petite reco. Ça, c'est une habitude dont on ne se lasse jamais. La petite reco, donc un film, Tom, sorti récemment au cinéma, un autre film qu'on conseille. As-tu une idée? Écoute, moi, en fait, j'ai des recos, mais c'est des films qui ne sont pas encore sortis. Que tu as vu à Cannes? Ouais, parce que la plupart des films que j'ai vus cette année... Mais c'est pas grave. Non, mais c'est dans le thème. Oui, mais c'est dans le thème, parce que du coup, là, on passe... J'ai pas d'autres... Non, mais vas-y. Moi, je vous recommanderais, quand il sortira, je crois qu'il sort en octobre, d'aller voir Deux procureurs. C'est un film de Sergueï Loznitsa. Deux procureurs. Ouais, okay. C'est un film d'un réalisateur russe qui faisait du documentaire avant et qui était à Cannes. Et voilà, je trouve son film très intéressant. C'est un film qui parle d'un jeune procureur sous le régime bolchevique en URSS. Okay. Qui essaye de faire sortir, de dénoncer des maltraitances dans une prison bolchevique. Ouais. Et en fait, tout le film, c'est un film sur la complexité de bien faire son travail dans un système qui est corrompu et
dictatorial, je sais pas comment on dit. Ouais, je vois. Voilà, donc un film très intéressant et j'aime beaucoup la mise en scène. C'est pas un film pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça reste un film très particulier à regarder. C'est pas du grand public, mais moi j'ai adoré vraiment ce film. Voilà. Ok. Bah, tu sais quand il sort ou pas? En octobre. En octobre, ok. Bah, si vous regardez l'émission à ce moment-là, n'hésitez pas. Voilà. De mon côté, malheureusement, tous les films que je voulais conseiller, je l'ai déjà fait à la précédente émission. C'était notamment Life of Chuck, etc. J'ai vu hier le dernier film d'Ari Aster, qui s'appelle Eddington, qui est un bon film. Tom, ici présent, est un très grand fan d'Ari Aster. J'adore. C'est Boys Afraid, ton film préféré? Ouais, Ari Aster, ouais. Boys Afraid. Boys Afraid, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Mes préférés, moi, c'est les deux premiers, surtout Midsommar. Bon, ça, c'est une préférence personnelle. Mais sinon, un grand réalisateur, je pense, qui va continuer à faire de très bons films. Un peu moins convaincu par le tout dernier, Pareil. Eddington. Mais ça vaut quand même le coup d'œil. Voilà. Ouais, si je suis vous d'accord. écoutez en août, par exemple, je pense qu'il sera encore en salle. N'hésitez pas. N'hésitez pas à voir Eddington. Ça vous intéressera peut-être. Eh bien, écoutez, curieux et passionnés, merci énormément d'avoir suivi cet épisode bonus, cet épisode pour les vacances d'été consacré à Sirat d'Oliver Lacks. On a adoré faire ça. Merci encore à Tom d'avoir proposé ce film-là. Et on vous dit à très bientôt à la rentrée pour le retour des émissions et pour d'autres projets qui sortiront sur la même chaîne YouTube notamment de l'association Radociné. Merci encore et on vous dit à la prochaine pour un prochain film. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.